On dit qu'on n'oublie jamais le bruit du tissu qu'on déchire au ciseau. Ce n'est pas un fracas, pas un cri. C'est un chuintement sec, presque discret, mais quand il s'agit de ta robe de mariée, ce son te traverse comme une lame. 1 heure avant notre passage à la mairie, j'ai ouvert la housse blanche où pendait ma robe, et j'ai cru que le sol s'ouvrait sous mes pieds. La soie ivoire, parfaite la veille encore, était zébrée de coupures irrégulières, comme lacérée par quelqu'un qui avait pris le temps de savourer chaque geste. Le bas de la robe n'était plus qu'un champ de lambeaux. Des fils pendaient, le tissu avait l'air d'avoir été arraché par des griffes. Derrière la porte de la cuisine, restée entr'ouverte, j'ai entendu un petit rire étouffé. Puis la voix basse de ma future belle-sœur. « Je t'avais dit qu'on aurait dû brûler aussi le voile. » À cet instant, j'ai tout compris. La réalisation m'a frappé comme une décharge. Ce n'était pas un accident, pas une erreur de pressing, pas un miracle négatif tombé du ciel. C'était un geste volontaire. Un geste de haine froide, préparé, savouré. On dit qu'on n'oublie jamais le crissement des pneus juste avant un accident. Moi, ce que je n'oublierai jamais, c'est ce petit rire derrière une porte fermée, alors que je tenais entre les mains les restes de ma robe. Je m'appelle Camille. J'ai 28 ans, je suis fleuriste et décoratrice à Lyon. Et cette histoire raconte comment, le jour où j'aurais dû me marier, j'ai décidé d'enterrer autre chose, mes illusions. La semaine qui a précédé le mariage ressemblait à une fièvre douce. Mon 2 pièces du Vieux-Lyon s'était transformé en quartier général. Sur la table, des plans de table, des échantillons de papier pour les faire-part, des rubans, des menus imprimés. Sur le sol, des cartons de petits cadeaux pour les invités. Dans l'air, l'odeur d'eucalyptus et de pivoine, mes fleurs préférées. J'étais fatiguée, bien sûr, mais heureuse. À 28 ans, après des années à travailler dans mon atelier, à monter des arches de fleurs pour les mariages des autres, c'était enfin à mon tour. Mon fiancé, Julien, incarnait la fiabilité. 30 ans, cadre dans une société informatique, brun, calme, avec des yeux marrons toujours un peu souriants. Il était entré dans ma boutique un printemps, pour commander un bouquet pour sa mère. Il n'en était jamais vraiment ressorti. Ce n'était pas un grand romantique spectaculaire. Il ne m'offrait pas des voyages surprises ni des bijoux hors de prix. Il faisait bien plus simple, et, à l'époque, ça me suffisait largement. Il passait avec un plat chaud quand je restais travailler tard, il rangeait la cuisine sans rien dire, il me recouvrait d'un plaid quand je m'endormais devant l'ordinateur en préparant un devis. Avec lui, tout semblait sûr. Prévisible, peut-être, mais rassurant. Nous avions un plan. Après le mariage, il viendrait vivre dans mon appartement, puis, dans 1 an ou 2, nous demanderions un prêt pour quelque chose de plus grand. Mais il y avait aussi une ombre, fine au début, qui s'étirait de plus en plus à mesure que la date approchait. Sa famille. Sa mère, Gisèle, veuve, ancienne assistante de direction dans une clinique, avait la manie du contrôle. Tout devait passer par elle, les menus de Noël, la couleur des rideaux, et, évidemment, le mariage de son fils. Elle ne criait pas, elle n'insultait pas. Elle soupirait, elle commentait, elle suggérait. Et ces suggestions ressemblaient beaucoup à des ordres enveloppés de sucre. Sa sœur aînée, Sylvie, 34 ans, comptable, vivait encore chez leur mère. Célibataire, très fière de l'être, par choix, disait-elle, avec ce ton amer qui trahit souvent l'inverse. Elle parlait vite, riait fort, et ses remarques piquantes tombaient toujours pile là où ça faisait mal. Je me souviens de la première fois où Julien m'a présenté. Nous étions dans le salon de Gisèle, un peu trop chargé de bibelots et de napperons. J'avais apporté un bouquet de pivoine et d'eucalyptus, par réflexe. Gisèle avait pris le bouquet en inclinant la tête. Fleuriste, donc? Quel métier, artistique. Ça doit être compliqué, non, pour gagner sa vie? J'avais souri. Pour vivre, et même avoir mon propre appartement, ça va. Je l'avais dit doucement, mais le message était clair. Je n'étais pas là pour être entretenue. Sylvie s'était penchée en avant. Un appartement ancien, c'est mignon, pour commencer. Julien, lui, a l'habitude d'avoir de la place, tu sais. Julien avait rougi et changé de sujet. Moi, j'avais rangé cette scène dans un coin de ma mémoire. Je me disais que c'était de la maladresse, un peu de snobisme, rien de grave. À l'époque, je voulais tellement que tout se passe bien. Plus le mariage approchait, plus les appels de Gisèle se faisaient fréquents.
Camille, j'ai pensé à quelque chose. Ces petits gâteaux individuels, là, comment tu appelles ça? Cup, machin? Les invités ne comprendront pas. Il vous faut une vraie pièce montée, à l'ancienne, avec des petites figurines dessus. Classique, c'est toujours mieux. Gisèle, on a déjà choisi. Avec Julien, on veut un buffet de dessert, une sorte de candy bar. C'est plus nous. Faites comme vous voulez, soupirait elle. Mais quand la famille de Grenoble fera la tête, ne venez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Ils aiment ce qui est solide. Je raccrochais en respirant profondément. Je me répétais que ce n'était que des détails. Jusqu'au jour où ce n'était plus seulement des détails. 3 jours avant la cérémonie, Julien est arrivé chez moi avec un air gêné. Maman m'a demandé si on pouvait rapprocher tante Gerda et sa fille de notre table. Ce sont de la famille proche, tu sais. Elle serait vexée d'être au fond. Julien, le plan de table est bouclé. À la table principale, il y a nous, nos parents, et juste derrière, nos amis les plus proches. Ta tante sera très bien avec les autres cousins. Elle ne sera pas seule. Mais, ce n'est pas si compliqué d'échanger, si? Il avait froncé les sourcils. Maman va être triste. On n'a qu'à mettre tes copines un peu plus loin, elles comprendront. Les mots étaient sortis de ma bouche plus vite que je ne l'avais prévu. Mes copines, qui ont passé des week-ends entiers à m'aider à tout préparer, plus que toute ta famille réunie. Il avait levé les yeux au ciel. Ne recommence pas. C'est juste symbolique. On ne va pas se disputer pour des broutilles. Ce soir-là, on s'est vraiment disputé pour la première fois. Je me suis couchée en pleurant, lui a tourné en rond dans le salon en répétant. Tu dois comprendre ma mère, elle est seule. Finalement, j'ai cédé. J'ai changé le plan de table. Mes amis ont reculé de 2 rangs. Ce n'était qu'un petit déplacement sur un schéma imprimé. Mais à l'intérieur, quelque chose a bougé aussi, une petite fissure. À tout cela se rajoutait l'état de santé de mon père. Mon père, Gilbert, venait de subir une lourde opération du cœur. Il se remettait lentement à la maison avec ma mère, Brigitte. Chaque jour, je l'appelais. Comment il va aujourd'hui? Ça va, ma chérie. Il est fatigué, la tension joue un peu au yo-yo, mais le cardiologue dit que c'est normal. Ne t'angoisse pas trop. Ton père est surtout heureux que tu te maries enfin. Prépare-toi, pense à toi. Papa m'aimait bien avec Julien. Il le trouvait sérieux, posé. Il disait, ce garçon, je peux lui confier ma fille. Je me raccrochais à ça. Je me disais que mes doutes, mes malaises avec Gisèle et Sylvie n'étaient que de la nervosité. Que tout irait mieux une fois que nous vivrions ensemble, une fois que Julien aurait pris un peu de distance avec sa mère. Je voulais y croire. 2 jours avant la mairie, un jeudi, j'ai récupéré ma robe. Elle était telle que je l'avais imaginée, en soie ivoire, fluide, manches longues, dos nu, aucune dentelle, aucun strass. Juste la pureté de la coupe et la noblesse du tissu. Je l'ai rapportée chez moi, je l'ai suspendue dans l'armoire, dans sa housse épaisse. Le soir, quand Julien est passé, je n'ai pas tenu. Tu veux la voir? Et je murmurai. On dit que ça porte malheur. Il sourit. Puis, en voyant mes yeux brillants, mais pour nous, il n'y aura pas de malheur. Montre-moi. Je l'ai sortie. Il l'a regardée, longuement. Camille, elle est magnifique. Tu seras une reine. Il m'a serré dans ses bras. À ce moment-là, toutes les petites lettres empoisonnées de sa mère m'ont semblé loin. Bien sûr que tout irait bien. Nous nous aimions. Le reste, ce n'était que des accros. La veille du mariage, Gisèle a appelé. Camille, comment tu te sens? Nerveuse, j'imagine? Un peu, oui. C'est bon signe. Sylvie et moi, on viendra demain matin chez toi. Une mariée ne doit jamais être seule pour se préparer. On t'aidera à t'habiller, à te coiffer. Mon cœur a fait un bond désagréable. Ce n'est pas nécessaire. La maquilleuse et la coiffeuse viennent déjà à l'appartement. Parfait, c'est elle exclamée. On les surveillera, pour qu'elles ne fassent pas de toi un épouvantail. On connaît ces artistes. On sera là à 9 heures. Elle a raccroché avant que je puisse protester. Je suis restée un moment le téléphone à la main, avec cette sensation de piège qui se referme doucement. Le matin de ma vie de femme mariée, je le passerai avec 2 femmes qui me méprisaient à peine cachée.
Un frisson m'a parcouru la nuque. Je l'ai chassé. Encore. Le vendredi est passé comme dans du coton. Course de dernière minute, appel au prestataire, vérification des horaires de livraison des fleurs au restaurant. Julien, lui, était débordé au travail. Un projet urgent, disait-il. Le soir, j'ai fini par m'affaler sur le canapé. L'appartement, sans lui, me paraissait terriblement vide. Il m'a appelé vers 20h. Je vais rentrer tard. Maman m'a demandé de l'emmener, elle et Sylvie, faire des courses pour demain. Mais tout est déjà prévu au restaurant, non? Il a soupiré. Maman veut un peu de fait maison sur les tables. Ces fameux roulés. Ne commence pas, Camille, tu sais comment elle est. Je n'ai rien répondu. Je me sentais déjà comme une invitée de plus à une fête qu'on organisait surtout pour elle. Plus tard, seule, je suis allée ouvrir mon armoire. La housse blanche était là, immobile. Une envie irrationnelle m'a prise. Réessayer la robe, juste pour me rassurer. Je l'ai sortie. Elle était parfaite. La soie lisse a glissé sous mes doigts. J'ai souri en imaginant le visage de Julien en me voyant marcher vers lui à la mairie. Pendant que je la contemplais, maman a appelé. Sa voix, comme toujours, m'a enveloppée comme une couverture chaude. Elle m'a parlé de papa, de sa tension, m'a rassuré, m'a souhaité une bonne nuit. Après avoir raccroché, j'ai remis la robe dans sa housse, décidé de dormir. Sauf que le sommeil ne venait pas. Il était presque minuit. Julien n'était toujours pas rentré. Je l'ai appelé. Je suis chez maman, a-t-il avoué, la voix un peu coupable. On finit les roulés. La pâte est compliquée. Il est tard, je vais sans doute dormir ici. Demain matin, on viendra toutes les trois directement chez toi. J'ai senti les larmes monter. La dernière nuit avant notre mariage, il l'a passée avec sa mère et sa sœur, à rouler de la pâte. C'était presque comique, si ce n'avait pas été aussi triste. Comme tu veux, ai-je répondu, glacial. Camille, ne sois pas vexée. J'ai mis fin à l'appel. Je me suis couchée, j'ai enfoui ma tête dans l'oreiller et j'ai pleuré. Je me suis sentie incroyablement seule. Et, surtout, terriblement peu prioritaire dans la vie de l'homme que j'allais épouser. Le matin du mariage s'est levé gris et humide. Une pluie fine collait aux vitres. Je me suis regardée dans le miroir, cerne sous les yeux, teint pâle. J'ai essayé de camoufler la fatigue avec du correcteur. À 9h pile, la sonnette a retenti. Gisèle et Sylvie se tenaient sur le palier, habillées de robes trop voyantes, saturées de parfum. « Oh, Camille, tu es toute blanche », s'est écriée Gisèle. « Tu n'as pas bien dormi ? Quelle nuit, hein ? Ne t'inquiète pas, on va arranger ça. » Elles sont entrées comme chez elles, semant des traces d'eau sur le sol. Julien dit qu'il aura un peu de retard, a ajouté Sylvie en suspendant son manteau. Il vérifie encore le trajet avec le chauffeur de la limousine. Il a peur des bouchons. Quel sens des responsabilités. Je savais qu'il n'avait simplement pas le courage de me voir, après la veille. La prise en charge a commencé aussitôt. Où est le café ? A ordonné Gisèle. Sylvie, mets de l'eau à bouillir. Camille, file à la salle de bain, la maquilleuse arrive. Quand Julie, la maquilleuse, est arrivée, Gisèle s'est littéralement collée à elle. Alors, ma chère, pas de ces maquillages sombres, là, smoké je ne sais quoi. La mariée doit être naturelle. Pas de rouge à lèvres criard, hein. Julie m'a lancé un regard perdu. On avait déjà tout défini avec Camille. Maintenant, vous le définissez avec moi. Je suis la mère du marié. Je sais ce qui convient à notre famille. J'ai fermé les yeux. La bataille était perdue d'avance. Le résultat m'a renvoyé dans le miroir une jeune femme effacée, presque malade. Avec le coiffeur, rebelote. Mon chignon bas et élégant a été remplacé par une cascade de boucles rigides, figées à la laque. Une vraie princesse, s'est extasiée Gisèle. Je voyais plutôt une adolescente déguisée pour son bal de promo. Puis est venu le moment de sortir la robe. Celle-là même qu'elles avaient détruite. Et vous connaissez la suite. Les lambeaux, leurs faux cris d'indignation, le rire derrière la porte, la phrase sur le voile. Ma chute au sol, puis ma décision. Dans la salle de bain, appuyée contre le carrelage, j'ai laissé couler les larmes. Ce n'étaient pas des larmes de « pauvre petite mariée ».
C'étaient des larmes d'adieu à une version de moi-même qui acceptait tout pour ne pas faire de vagues. Au bout d'un moment, j'ai levé les yeux vers le miroir. Non, et je dis à haute voix. Vous ne me briserez pas? J'ai lavé mon visage, défait chaque boucle laquée, rassemblé mes cheveux en un chignon lisse, sobre, que j'aimais. Puis j'ai ouvert la valise préparée pour notre petite lune de miel et j'ai sorti la robe noire. Simple, ajustée, manches longues, décolleté bateau discret. Je l'avais achetée pour un futur dîner chic avec les parents de Julien. Ironie. Je l'ai enfilée. Sur ma peau pâle, le noir faisait ressortir quelque chose de nouveau. Pas la mariée fragile, mais une femme debout. Je me suis maquillée à ma façon, un trait net sur les yeux, un rouge à lèvres rouge profond, celui que Gisèle trouvait vulgaire. J'ai passé les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère. Quand je suis ressortie, Gisèle et Sylvie m'ont dévisagé comme si un fantôme venait d'entrer dans la pièce. Tu ne vas pas porter ça? A balbutié Sylvie. Pourquoi pas? Vous préférez que j'y aille en haillons? Le noir, pour un mariage. A murmuré Gisèle, outrée. C'est de très mauvais goût. Cette journée en est pleine, de mauvais goût, et je répondis calmement. Vous ne trouvez pas? Le trajet en taxi jusqu'à la mairie a été un supplice silencieux. Elles étaient assises de chaque côté de moi sur la banquette arrière, comme deux gardiennes. L'air vibrait de tension. Je fixais les rues mouillées de Lyon derrière la vitre. Je pensais à Julien. À son visage quand il me verrait arriver en noir. À ce qu'il ressentirait quand il saurait s'il savait un jour ce que sa mère et sa sœur avaient fait. Était-il un monstre? Non. Il était juste, faible. Trop faible pour poser des limites à celles qu'il avait façonnées. Et j'avais failli épouser non pas un homme, mais un enfant obéissant. Devant la mairie, les invités se pressaient déjà, élégants, bouquet à la main. Mes amis, ses collègues, des cousins que je connaissais à peine. Quand j'ai mis pied à terre, dans ma robe noire, un murmure a traversé le groupe. Une mariée en noir. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai avancé vers l'entrée, la tête haute. Julien est sorti de la foule, en costume, pâle comme un linge. La sueur perlait à son front. Camille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es habillée comme ça? Où est ta robe? Il a saisi mes mains. Elles étaient froides et moites à la fois. Il y a eu un accident avec la robe, et je répondis, neutre. Elle est inutilisable. Mais tu aurais dû m'appeler. On aurait pu trouver autre chose, en acheter une autre. Je n'avais pas le temps. J'ai improvisé. Gisèle et Sylvie se sont précipitées. Julien, ne t'inquiète pas, a roucoulé Gisèle. Camille a eu un petit souci avec sa robe, mais ce n'est pas l'essentiel. L'important, c'est l'amour. Elle a essayé de me prendre dans ses bras, je me suis légèrement écartée. Maman a raison, s'est empressée de dire Julien, saisissant cette bouée. Ce n'est qu'une robe. Tu es magnifique quand même. Viens, on nous attend. On y va, et je dis. Mais avant, j'aimerais parler 5 minutes avec ta mère et ta sœur. En privé. J'ai désigné un petit salon à côté du vestiaire. Maintenant. Il a semblé perdu. Camille, on est déjà en retard. 5 minutes, et je répétais, en le regardant dans les yeux. C'est important. Il a cédé. Il cède toujours. Dans la petite pièce, j'ai fermé la porte derrière nous. Que est-ce que ça veut dire, ces manières? A attaqué Sylvie. On n'est pas là pour tes petits jeux. Je voulais simplement vous remercier. Et je dis. Elles se sont figées. Nous, remercier. Gisèle a plissé les yeux. Oui. Sans vous, j'aurais commis la plus grande erreur de ma vie. Vous m'avez ouvert les yeux. Elle ne comprenait pas. Je sais que c'est vous, et je poursuivis. La robe, les ciseaux, le rire derrière la porte, la phrase sur le voile. Je vous ai entendu. Sylvie a rougi violemment. Tu inventes, a-t-elle crié. Tu es paranoïaque. Vraiment? Qui alors? Un fantôme? Je me suis approchée, lentement. Vous avez cru que j'allais m'effondrer, annuler tout, vous offrir le spectacle d'une mariée hystérique. Ou alors me forcer à paraître devant tout le monde en lambeaux, pour que chacun voie à quoi je ressemble vraiment. Je les ai regardées l'une après l'autre. J'aurais aimé faire partie de votre famille, vous respecter, prendre soin de vous. Vous avez préféré me marcher dessus. Très bien.
Au moins, maintenant, je vous vois tel que vous êtes. Tu crois quoi? Que Julien va te croire toi, plutôt que sa propre mère. A sifflé Gisèle. Dans sa voix, il ne restait plus aucune douceur. Tu ne le connais pas aussi bien que tu le penses. Peut-être. Mais je n'ai plus besoin qu'il me croie. Je me suis tournée vers la porte. Vous vouliez un spectacle. Je vais vous en donner un. Mais ce ne sera pas celui que vous attendiez. Je suis sortie, les laissant méduser. La musique d'entrée a retenti. Les portes de la salle de cérémonie se sont ouvertes. Julien m'a offert son bras. J'ai accepté, sans le toucher vraiment. Nous avons avancé dans l'allée, sous les regards mêlés de surprise, de compassion, parfois de réprobation. Le décor était chargé, dorures, rideaux lourds, fleurs artificielles dans des vases énormes. Je trouvais ça d'un goût douteux depuis le début. En ce jour, ce décor de théâtre kitsch me semblait étrangement adapté. Nous nous sommes placés devant l'officiante. Je sentais Julien trembler légèrement à côté de moi. Je balayais la salle du regard. Mes amis, inquiètes. Mes parents, serrés l'un contre l'autre, maman avait les yeux rouges, papa la mâchoire crispée. Gisèle et Sylvie au premier rang, entre eux, figés, le visage livide. L'officiante a ouvert son dossier. Chers futurs époux, chers invités, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer. Sa voix s'est éloignée dans un bourdonnement. Je revoyais ma robe en lambeaux, mon père sur son lit après l'opération, mes soirées à préparer ce mariage presque seul, Julien qui murmurait « Ne nous disputons pas avec maman ». Puis la voix de l'officiante s'est faite plus nette. « Monsieur, acceptez-vous de prendre pour épouse ?» Julien a eu un léger sursaut. Il m'a regardé, comme pour y chercher du courage. « Oui », a-t-il dit, la gorge serrée. « Madame, acceptez-vous » Je me suis entendu répondre, non pas « oui », mais autre chose. « Excusez-moi. Puis-je dire quelques mots ?» Un léger frisson a parcouru la salle. L'officiante a hésité. « Normalement, ce n'est pas prévu. Ce sera très court, » et je répondis. « Et très important. » Sans attendre, j'ai pris le micro posé sur la table. Je me suis tournée vers les invités. Chers amis, chers membres de nos familles, et je commençai. Ma voix, amplifiée, était étonnamment stable. Merci d'être venus partager ce moment avec nous. Vous êtes venus voir un mariage. Mais, il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Un bruissement a parcouru les rangs. Julien m'a saisi le bras. Camille, qu'est-ce que tu fais? Je me suis dégagée calmement. Aujourd'hui, je ne viens pas me marier. Je viens enterrer quelque chose. Je me suis arrêtée une seconde. Je viens enterrer mon amour pour cet homme, j'ai dit en tournant la tête vers Julien. Ma confiance, et mes illusions sur ce que notre vie de famille aurait pu être. Je me suis ensuite tournée vers le premier rang, vers Gisèle et Sylvie. Et pour ça, j'ai reçu de l'aide. Je voudrais remercier tout particulièrement la mère et la sœur de mon presque mari. Sans elles, je serais en train de prononcer un oui que j'aurais regretté toute ma vie. Gisèle a bondi de son siège. Quelle horreur! Tu n'as pas le droit de... Asseyez-vous, madame, a coupé mon père. Sa voix a claqué comme un coup de fouet. Elle s'est rassie, presque malgré elle. Je me suis adressée à la salle. Ce matin, ma robe de mariée a été retrouvée complètement lacérée, coupée au ciseau, rangée dans ma housse. On a essayé de me convaincre que c'était la faute de l'atelier. Mais j'ai entendu le rire derrière la porte. J'ai entendu une phrase très claire, on aurait dû aussi brûler le voile. Un silence glacial est tombé. Ces deux femmes, et je poursuivis, en désignant calmement Gisèle et Sylvie, ont voulu que je me présente devant vous en lambeaux, ou pas du tout. Elles voulaient faire de moi une épouvantail, pour que vous riez, pour que leur fils me voie faible, hystérique, indigne de lui. Elles ont détruit ma robe, mais pas ma dignité. Alors j'ai choisi le noir. Parce qu'aujourd'hui, je ne fête pas un début. Je porte le deuil de ma propre naïveté. Julien pleurait silencieusement, la tête baissée. J'ai longtemps pensé que l'amour suffisait, et je dis qu'un homme qui ne sait pas dire non à sa mère finirait par apprendre. Qu'il me défendrait, un jour, ne serait-ce qu'une fois. Il ne l'a pas fait. Pas quand on me rabaissait. Pas quand on me déplaçait discrètement au second plan. Pas ce matin, quand sa famille a piétiné le jour qui aurait dû être le nôtre. Je me suis tournée vers lui. Julien,
Tu n'es pas un monstre. Tu es juste resté un petit garçon qui a peur de déplaire à sa mère. Mais moi, je ne peux pas construire ma vie sur la faiblesse de quelqu'un d'autre. Je me suis de nouveau adressée aux invités. Le repas est payé, la salle est réservée. Je vous invite tous à aller manger, à boire, à danser, si vous en avez envie. Appelez ça un enterrement de vie de jeune fille, définitif. Profitez-en. Mais sans moi en tant qu'épouse. J'ai posé le micro sur la table. J'ai senti mon père se lever, ma mère aussi. Et je suis sortie. Dans le couloir, mes talons résonnaient sur le carrelage. Je ne pleurais pas. Pas encore. À l'intérieur, c'était comme après un orage, un ciel clair, lavé. À l'extérieur, la pluie s'était arrêtée. Une trouée de ciel pâle apparaissait entre les nuages. Ma chérie. Maman m'a rattrapée, m'a serré fort. Tu as fait ce qu'il fallait. Je suis tellement fière de toi. Rentrons, et je murmurai. Nous avons quitté la mairie. Derrière nous, la salle explosait en murmures, en cris, en justifications. Mais ce vacarme ne m'appartenait déjà plus. Les jours qui ont suivi ont été flous. Je suis retournée chez mes parents, dans mon ancienne chambre, avec son vieux bureau et ses affiches d'adolescente. J'ai remis un peignoir, retiré le rouge à lèvres rouges, et j'ai enfin laissé les larmes couler. J'ai pleuré pour ma robe, pour l'amour que je croyais solide, pour l'avenir que j'avais dessiné dans ma tête. Maman me tenait dans ses bras comme quand j'avais 6 ans. Papa préparait du thé et disait peu de mots, mais chacun d'eux était un pilier. Tu n'as rien à te reprocher. Tu es la victime, pas la coupable. Julien a appelé. Beaucoup. Je n'ai pas répondu. Il a laissé des messages, écrit des mais. Des phrases pleines de regrets, de « je t'en supplie », de « je peux changer ». Sa mère m'a envoyé des messages pleins de reproches, sa sœur, des messages pleins de venin. Je l'ai élu une fois. Puis j'ai tout bloqué. Une vidéo de ma scène à la mairie, filmée par un invité, a tourné sur les réseaux. Des inconnus m'ont appelée courageuse, d'autres m'ont traitée de « drama queen ». J'ai supprimé mes comptes. Ma vie n'était pas un débat public. C'est à ce moment-là qu'un vieux rêve est remonté à la surface. Partir à Berlin, suivre une grande formation en art floral. Avant Julien, j'avais déjà regardé des écoles là-bas, des locations de petits studios. J'avais mis ce projet de côté, pour plus tard. Soudain, plus tard, est devenu maintenant. J'avais quelques économies, et surtout l'argent récupéré de tout ce qui n'avait pas été utilisé pour le mariage. Les acomptes non versés, des prestations annulées à temps. J'ai parlé de Berlin à mes parents. Maman a eu les larmes aux yeux. C'est loin. On va tellement s'ennuyer de toi. Je viendrai souvent. Et vous viendrez aussi. Là-bas, j'aurai plus de possibilités. Papa a simplement hoché la tête. Pars. Rester ici à ruminer ne t'apportera rien. On est là si tu tombes, mais je suis sûre que tu ne tomberas pas. J'ai postulé à une école réputée. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une réponse, acceptée pour un trimestre intensif. Entre-temps, j'ai mis mon petit atelier de fleurs entre les mains de mon assistant, un jeune fleuriste talentueux. J'ai loué mon appartement à un couple de jeunes étudiants. Julien est venu récupérer ses affaires. Nous ne nous sommes pas vus, la voisine a fait l'intermédiaire. Il m'a laissé une enveloppe, un mot d'excuse, et une somme qui correspondait au prix de ma robe. Il disait qu'il avait vendu certains de ses objets pour ça. J'ai longtemps gardé cette enveloppe dans ma main. Puis j'ai rangé l'argent avec mes économies. Pas comme un pardon. Comme un dédommagement. Berlin m'a accueilli avec un ciel gris, mais respirable. Je me suis installée dans un micro-studio, j'ai commencé les cours. J'ai travaillé comme jamais. Je découvrais de nouvelles techniques, une autre façon de penser l'espace, la couleur, la lumière. Le soir, je marchais au bord de la Spree, je prenais des cafés dans des lieux minuscules, je regardais les gens. Peu à peu, Lyon et la mairie se sont éloignés. Pas complètement, mais comme un livre refermé qu'on ne rouvre plus tous les jours. À l'école, un professeur, un grand designer floral, m'a proposé un jour un rendez-vous après les cours. Camille, j'observe votre travail depuis des semaines. Vous avez un vrai style. Un ami à moi ouvre un boutique-hôtel de luxe. Il cherche quelqu'un pour imaginer toutes les installations florales, du lobby aux suites. Je pense que ce quelqu'un, c'est vous.
J'ai presque ri, nerveuse. Moi? Je n'ai pas tant d'expérience que ça. Vous avez l'œil. Le reste, ça s'apprend. J'ai accepté de rencontrer le propriétaire de l'hôtel, Henrik, un homme d'une trentaine d'années, énergique, mais étonnamment à l'écoute. Nous avons parlé de son projet, du concept, de l'atmosphère qu'il voulait créer. Je lui ai proposé des idées, des plantes vivantes dans le hall plutôt que des bouquets jetables, des compositions qui changent avec les saisons, des fleurs dans les chambres choisies plus pour leur ligne que pour leur prix. Il m'écoutait en prenant des notes, vraiment intéressé. À la fin, il a dit simplement « Si vous le voulez, le poste est à vous ». Les mois qui ont suivi ont été pleins, intenses. Je travaillais du matin au soir pour ce projet. Je choisissais les fournisseurs, je dessinais les plans, j'installais, je corrigeais. Henrik était souvent là, pas pour surveiller, mais pour comprendre, pour m'aider à obtenir ce dont j'avais besoin. Nous avons fini par dîner ensemble, un soir, après une journée épuisante. Dans un petit restaurant français de Berlin, nous avons parlé de tout, de nos enfances, de nos erreurs, de ce qui nous faisait peur. Je lui ai raconté mon non-mariage, en version courte. Il a écouté sans m'interrompre, puis il a simplement dit « Vous savez, beaucoup de gens restent. Vous êtes parti. C'est ça, la vraie force. » Il ne me voyait pas comme une victime spectaculaire, mais comme quelqu'un qui avait agi. Petit à petit, une autre forme d'amour a pris place dans ma vie. Rien de brutal, rien de dramatique. Juste deux adultes, chacun cabossé à sa façon, qui avançaient à la même vitesse. 1 an plus tard, nous étions mariés. Pas de grande fête, pas de robe immense, pas de discours. Une signature à la mairie, un dîner avec quelques proches, puis une semaine en Italie. J'ai porté une robe crème simple, que j'avais dessinée moi-même. Personne n'a déchiré quoi que ce soit. Les années ont passé. Henrik et moi avons monté ensemble un studio de design floral et d'aménagement intérieur. Nous avons travaillé pour des restaurants, des hôtels, des particuliers. J'ai eu l'impression, pour la première fois, de vivre exactement la vie que j'avais choisie. Nous avons eu des jumeaux, un garçon et une fille. Quand je les regardais jouer dans notre salon baigné de lumière, je pensais parfois à la Camille en robe noire, dans cette mairie de Lyon. À la jeune femme qui avait osé dire « non » au moment où tout le monde attendait un « oui ». Je ne regrettais rien. Julien, je ne l'ai revu qu'une seule fois, des années plus tard. C'était un été, dans un parc de Lyon, où j'étais revenue passer quelques jours chez mes parents avec les enfants. Il était assis sur un banc, le dos un peu voûté. Il avait l'air plus vieux que son âge. Il regardait les enfants sur le toboggan avec une tristesse presque palpable. Je l'ai reconnu tout de suite. Lui aussi, quand je me suis approchée. Camille. Nous avons échangé quelques mots. Il vivait toujours dans la même ville, travaillait dans une autre entreprise. Il n'était plus en couple. Il m'a parlé, à demi-mot, de disputes sans fin avec sa mère, de silences lourds avec sa sœur. Il a regardé mes enfants. Ils sont magnifiques. Merci. Tu as l'air heureuse. Je le suis. Il a hoché la tête, un peu perdu. Je suis content pour toi. Vraiment. Je l'ai cru. Nous nous sommes quittés là, au milieu du parc, comme deux personnes qui ont partagé un chemin qui n'existait finalement que dans les plans, jamais dans la réalité. Le soir, sur le balcon de notre appartement berlinois, j'ai raconté la rencontre à Henrik. La ville brillait en dessous, les enfants dormaient. « Et tu te sens comment » a-t-il demandé. J'ai réfléchi. En paix. Je ne lui en veux plus. Je ne le plains pas non plus. Il a fait ses choix. Moi aussi. Henrik a serré ma main. Tu sais, ce jour où tu es entré à la mairie en robe noire, tu pensais enterrer ton histoire d'amour. En réalité, tu as enterré quelque chose de bien plus lourd. L'habitude de te sacrifier pour que les autres se sentent à l'aise. Je l'ai regardé. Il avait raison. Ce jour-là, en noir, j'ai choisi ma propre lumière. Et si je devais retenir une seule chose pour toi, qui écoute cette histoire, ce serait celle-ci. On ne contrôle pas ce que les autres nous font. Mais on contrôle toujours le moment où l'on décide que ça suffit.